Bonjour tout le monde. Bien heureux d'être ici. Je me présente Benoît Delage, je suis le directeur du CREDO, le Conseil régional de l'environnement et développement durable de l'Outaouais. Nous avons été approchés il y a 2 mois maintenant, nous demandant si on était intéressé à parler d'énergie, parler de transition énergétique. Tout à l'heure, en avant ici, il y a quelqu'un qui m'accoste et dit « Ouais, tu travailles avec les fossiles. C'est pas si simple que ça. » Aujourd'hui, on va parler d'énergie, de transition énergétique. Ah oui, je l'ai ici. J'ai fait ajouter une image. C'est une image qui vaut beaucoup de mots sur la transition énergétique. C'est une image issue du document que j'attends chaque année, le rapport de l'état de l'énergie produit par les HEC. Monsieur Pinault, le très célèbre Monsieur Pinault. Cette image-là donne un peu un portrait, donne le portrait parfait sur la consommation d'énergie au Québec. Je vous présente ça parce que autour de ça, ça va illustrer aussi nos cibles, les cibles que le gouvernement du Québec s'est données en transition énergétique. Et comment, surtout, pour mettre la table sur comment en Outaouais on peut participer à l'atteinte de ces cibles-là et comment on peut changer le portrait énergétique de la région. Alors, voici l'énergie qu'on consomme, voici la source d'énergie et l'énergie qui est utilisée. On voit ici, c'est très vertueux, c'est l'énergie produite au Québec, de l'éolienne, hydroélectricité, biomasse. L'énergie importée, un peu d'hydroélectricité qui vient du Labrador. Sinon, c'est toute l'énergie fossile. Voici notre défi. 50 de notre énergie qui est consommée au Québec est fossile. Voici à ce qu'on doit s'attaquer, surtout au niveau, dans les trois sphères, là. Le gaz naturel, le charbon et le pétrole. D'un autre côté, ici, il y a un monde d'opportunités pour changer. De ce côté-ci, l'énergie utile, l'énergie perdue, la moitié de la consommation, la moitié de l'énergie qu'on consomme est perdue. De plusieurs manières. Le pétrole, dépendant des technologies qui sont utilisées, on voit vraiment on le voit très pâlement, là, mais on voit que le pétrole, pour toute l'énergie qu'on consomme, l'énergie utile est quand même assez faible. Et au niveau québécois, la nouvelle politique énergétique 2030, on a plusieurs cibles. On nous dit qu'il faut augmenter de 15 l'efficacité énergétique. On nous dit qu'on doit diminuer de 40 le pétrole consommé. On nous dit aussi que 25 de l'énergie qui est consommée doit devenir renouvelable. Donc, on doit diminuer la moitié ici. On doit augmenter de 50 la part de biomasse. Et finalement, enlever la petite ligne ici du charbon. Depuis 5 ans, si je ne me trompe pas, on voit l'arrivée d'une petite ligne de la biomasse vers la production de GNR. C'est assez nouveau, ça. Pourquoi j'amène ça? C'est qu'au niveau international, ça c'est au niveau national, au niveau local, l'Outaouais, la vision du CREDO dans tout ça, c'est que l'Outaouais doit être partie prenante de la transition énergétique. On doit se positionner pour faire partie de la transition énergétique. Nous n'avons jamais été victimes de notre consommation d'énergie, de notre production d'énergie. L'énergie est tout le temps venue ici, par nos barrages hydroélectriques, dans le Grand Nord, quelques barrages localement, mais sinon, on n'a jamais été vraiment victime comme dans d'autres pays où la production impacte les gens. Il va falloir travailler pour s'assurer d'optimiser les gisements localement. Et ça, c'est un signal qui doit se prendre de la part des élus.
La région du Bas-Saint-Laurent l'a fait. La conférence des préfets du Bas-Saint-Laurent se sont donné une cible. Ils se sont dit, d'ici 2054, au moins 50 de la consommation d'énergie en agriculture et en biens manufacturiers seront assurés par des productions locales et durables. Ce sont les cibles que des élus se sont données. Ici, il faut entamer une conversation autour de cela aussi. La transition énergétique va être difficile, il faut en discuter, il faut trouver des solutions collectivement. Cette semaine, il y a eu un éditorial de Patrick Duquette, on ne peut pas l'ignorer. Je vois que Mathieu Charron est là aujourd'hui. On va amener la question plus tard, mais dans un premier temps, on va discuter la vision de deux entreprises qui sont dans la région. Le Credo connaît bien les deux intervenants. Bien, je connais bien, le Credo travaille avec les deux entreprises pour les influencer et assurer une meilleure adhésion dans la transition énergétique dans l'Outaouais. Je vous les présente dans un premier temps. Frédéric Verlet, détenteur. Oui? Pas obligé de lire tout ça. Là. Non. En fait, petit avertissement, Frédéric Verlet, je le connais très bien. Ça donne que mes enfants sont amis. Et par le fait même, il est devenu mon ami. En fait, mon meilleur ami. En Outaouais. En Outaouais. Qu'on se connaît très bien. Mais Frédéric Verlet, quand même, je dis quelques mots sur toi. Frédéric Verlet est un économiste, fait un bac en administration des affaires, puis un MBA? Quelque chose comme ça, oui. Ouais. En finance à l'Université de Sherbrooke. Avant de se joindre à Brookfield Energy en 2015, il a travaillé chez Hydro-Québec. Et depuis 2022, il est membre de l'équipe de direction d'Evolugen, une entreprise qui a pris naissance ici. Il est aujourd'hui vice-président principal développement commercial et stratégique. Voilà. S'il se passe quelque chose ou pas, ouais. C'est ça. C'est ça. Ça fait plaisir d'être ici, tout le monde. Je suis un petit peu nerveux. J'ai l'impression que le chapiteau va partir au vent. Là. Ça brasse pas mal en arrière. Mais je suis content d'être ici avec Benoît et avec vous. Toujours un peu gênant de parler avec Jean-Benoît parce que tu es pas mal meilleur que moi pour expliquer les choses. Fait que je vais essayer de ne pas être trop mauvais. Je vous présente Jean-Benoît Tran, économiste détenteur d'un MBA. Un vrai MBA, ça, c'est un... Qu'est-ce qui est meilleur? Ta formation, oui, hein? On peut en débattre. Jean-Benoît occupe le poste de président chez Gazifère et directeur des opérations pour la région de l'Est de l'Ontario au sein de la famille Enbridge. Avant de se joindre au distributeur gazier de la région de Gatineau, M. Tran a passé quelques années à titre d'analyste à la Régie de l'énergie ainsi que quelques années chez Gaz Métro. Tu as fait aussi un passage à la Régie de l'énergie. Je vois aussi que tu as travaillé comme analyste expert en réglementation, entre autres en Afrique. Et aujourd'hui, tu t'occupes principalement de développer la vision de Gazifère autour des projets tels que l'hydrogène et le gaz naturel renouvelable en Outaouais. Bonjour à vous deux. Je suis content de Bonjour tout le monde. Alors, l'énergie change, nous aussi. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, j'ai des employés ici qui le voient. Secteur de communication, il y a quelques années, chez nous, c'était secteur de vente. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de l'éducation. Quand on parle de gaz naturel renouvelable, on essaie d'expliquer aux gens de comprendre puis d'adhérer. Les gens ne comprennent pas c'est quoi. Alors, il y a beaucoup de travail d'éducation à faire, beaucoup de travail à l'intérieur de l'entreprise. Les changements climatiques ont amené une réflexion importante dans l'entreprise et des prises de décision. Mais ça, ce n'est pas des choses qui sont nécessairement nouveaux. Hein. Depuis le début des années 2000, Gazifère ont fait de l'efficacité énergétique. De 2005 à 2015, on a ajouté 25 de clients résidentiels, clients de tout type chez Gazifère, et notre volume de gaz a augmenté de 0. Pourquoi? Parce que, comme entreprise, on loue aussi des équipements et on s'est assuré de favoriser l'utilisation d'équipements plus efficaces chez les gens. Parce que quand on parle de transition énergétique, le premier élément, c'est de ne pas utiliser l'énergie quand on n'en a pas besoin. C'est l'efficacité énergétique. Ce qu'on continue à faire encore aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'on a ajouté entre-temps au-dessus de ça? On a ajouté des projets de gaz naturel renouvelable qu'on est en train de faire ici. On a offert à tout client, je ne sais pas s'il y a des clients de Gazifère ici, si vous l'êtes, j'espère que vous avez décidé volontairement d'acheter du gaz naturel renouvelable. Aujourd'hui, chaque client peut se mettre 100 gaz naturel renouvelable et être 100 non émissif. Ce qu'on a fait comme premier client, lorsqu'on a mis en place notre programme, Gazifère a adhéré à 100 à gaz naturel renouvelable. On pensait qu'on était les premiers et qu'on serait là longtemps seul à 100 Ça a pris 3 jours, puis il y avait une deuxième personne qui embarquait. Donc, il y a un mouvement qui se fait. Actuellement, il y a 3 de la population qui sont des consommateurs de Gazifère, qui consomment du gaz naturel renouvelable de manière volontaire. 3 on est les premiers au Canada en fait de pourcentage de nombre de clients. Ça vient de toute notre force de vente, notre force d'éducation, tout le travail qu'on fait avec les gens. Ça, c'est le relationnel avec la population. Et en arrière de tout ça, il faut vraiment mettre en place les modalités pour produire des énergies renouvelables également dans la région. Alors, on travaille sur certains projets régionaux que malheureusement, je ne peux pas exposer par obligation de confidentialité. Mais on travaille sur des projets de mise en place de production d'énergie renouvelable dans la région de Gatineau avec des acteurs différents. Et ça, c'est un gros changement de la transition énergétique et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec Evolugen. C'est que la transition énergétique, il faut travailler en collaboration avec des acteurs qui ont des intérêts différents et qui, naturellement, ne travailleraient pas ensemble. Ce qu'on fait dans la production de gaz naturel renouvelable actuellement, on travaille avec un acteur principal avec qui on ne montrait pas de projet naturellement avec. Et quand on parle d'hydrogène, on travaille avec Evolugen. Puis ceux qui ont vu Instagram, il y a d'autres joueurs là, qui ont été annoncés hier avec des grands joueurs locaux, pas locaux, mais internationaux, avec lesquels on travaille pour produire ces énergies-là. C'est pas le temps de mettre une éolienne, ça se peut capable. Nous, on voit ici le poteau levé de 2 pieds. Ouais, tout va bien. On n'a pas peur, on est courageux. Donc, oui. je vais juste compléter là-dessus. Donc, quand on dit est-ce que vous avez changé, on a changé notre manière de travailler avec les gens, on a changé notre manière d'éduquer la population, on a changé la manière de développer des projets au point de vue local, on a développé du relationnel avec des gens avec qui on ne faisait pas affaire avant et on met à risque des sommes pour être capable d'avancer dans ces projets-là. Alors, la réponse est oui, on bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, mais avez-vous, je te reviens à toi, avez-vous l'impression que parce qu'ici, on a un public, le fer foncé, là, c'est ici, là. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez assez vite? L'impression, bien franchement, non. Mais si vous saviez comment c'est difficile d'aller vite. Faire un projet avec des partenaires différents, puis je ne pointe pas ici Evolugen, peu importe avec qui on travaille, c'est du temps, c'est très long de mettre ça en place. Lorsqu'on fait des changements, ça m'a pris il y a 3 ans, moi je suis monté au gouvernement du Québec, 3 ans, 4 ans à peu près, j'ai monté au gouvernement du Québec pour leur expliquer que ça serait bien de faire changer la loi pour pouvoir intégrer l'hydrogène dans la distribution de gaz naturel, parce que l'hydrogène, si on le produit correctement, ça peut être une énergie verte qu'on peut distribuer par canalisation. Alors, ça m'a pris 3 ans à faire changer la loi. Tant que la loi n'a pas changé, je ne peux pas rien faire. La loi a changé il y a 1 an, on attend encore le changement de réglementaire. Tant que le règlement n'a pas changé, je ne peux pas encore en injecter. Et là, pendant ce temps-là, on travaille, nous, à développer le projet. Pour développer le projet, je dois faire des analyses d'ingénierie. Evolugen doit faire des analyses de leur côté également pour mettre en place ces installations. Il faut discuter avec Hydro-Québec, avec d'autres joueurs, d'autres partenaires dans le cadre de ces projets-là. Donc, c'est des projets qui sont longs à développer. Par contre, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de mettre en place les infrastructures de base. Quand je dis infrastructure, ce n'est pas juste des installations, des équipements, c'est les relations entre les gens pour que ces projets-là puissent prendre de l'accélération dans les prochaines années. Et c'est ça qu'on est en train de... Et ça a l'air de rien faire, là, mais travailler avec le gouvernement, faire changer des lois, c'est très compliqué, c'est très long. Je peux vous dire que Gazifère, plus petite entreprise en énergie contre Hydro-Québec, pas contre, mais comparativement à Hydro-Québec, comparativement à Énergir, être rendu au point où est-ce qu'aujourd'hui la loi change, c'est des choses importantes et ça prend beaucoup de temps pour y arriver. Mais on y arrive. On va revenir sur la question de l'hydrogène et l'utilisation dans le réseau gazier, mais avant ça, Frédéric. Oui. Justement, parlons
tout va bien. Parlons d'hydrogène. J'espère que vous n'aurez pas trop de vous questions, êtes- j'ai hâte de partir. Pas trop à l'aise. Parlons d'hydrogène. Quelle est l'opportunité pour votre entreprise par rapport à l'hydrogène? Bien, c'est intéressant, puis même, c'est une bonne question. Peut-être que je prendrais même comme un pas de recul, là. J'ai été dans l'énergie renouvelable, dans l'électricité depuis à peu près 20 ans. Puis la façon le marché a évolué dans les dernières années, en fait, je pense à ça, on devrait mettre de l'éolien ici, mais c'est assez considérable. Avant, là, tu sais, on produisait de l'énergie, on le vendait, c'était une commodité qui était quand même assez banale sur les marchés externes. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant 10 ans. On vendait de l'énergie, on a des barrages d'ici en Outaouais. L'énergie était exportée aux États-Unis parce que, dans le fond, notre combat quotidien, c'était de trouver quelqu'un qui voulait l'acheter. Alors que maintenant, il y a un renversement complet à cause de la transition énergétique où tout d'un coup, tout le monde veut de l'électricité renouvelable parce que c'est un peu comme la pièce maîtresse de toute cette transition énergétique-là. C'est que, bon, on veut des carburants renouvelables, on veut de l'hydrogène, les grandes industries veulent verdir leur processus. Puis le point commun de tout ça, c'est de l'énergie renouvelable en arrière. Donc, tout d'un coup, on est passé d'un marché qui était plus ou moins stable et mature à développer plus de sources d'énergie renouvelable. Puis l'hydrogène, c'est un excellent exemple. Il n'y a personne qui aurait pensé, il y a 7-8 ans, à prendre de l'électricité pour faire de l'hydrogène. C'était une technologie connue, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais de tout un coup, cette molécule-là, on la voit comme un vecteur pour la transformation puis la transition énergétique. On a commencé à en parler il y a 3 ans? On trouvait que c'était une bonne idée, c'était pas comme un science project, mais finalement, ça se fait partout, puis je pense que ça va vraiment être une clé, là. Et justement, l'hydrogène en Outaouais, à quoi ça pourrait servir? Tu sais? Comment on pourrait être... comment on pourrait innover en Outaouais avec l'hydrogène? De plein de façons, mais je pense que présentement au Québec, il y a un endroit où on produit de l'hydrogène vert, c'est à Bécancour. C'est pas évident de commencer à produire de l'hydrogène vert. Il n'y a pas une entreprise qui va investir 80 millions pour bâtir un électrolyseur sans trop savoir qui va l'acheter. Puis ça, c'est un peu l'œuf ou la poule, là. Il y a plein de gens qui disent on pourrait avoir des voitures à l'hydrogène, on pourrait l'utiliser pour telle chose, mais d'un niveau commercial, pour commencer, il faut trouver quelqu'un qui va l'utiliser de façon à supporter l'investissement. Puis après, une fois que l'écosystème va se créer, il y a plein d'utilisations qui sont très pertinentes qui vont venir parce que l'hydrogène va être disponible. Puis là, je vais comme te passer la POC parce que je pense que tu es... C'est ça qui est tu sais, quand on décide de mettre en place un système basé sur l'hydrogène, ça prend beaucoup d'expertise. Nous, notre expertise, c'est distribuer de l'énergie vers les gens. C'est le relationnel avec le client. C'est la sécurité des installations. C'est tout l'aspect de la sécurité des installations. Frédéric, de leur côté, eux, ils ont les connaissances, l'expertise au point de vue de la production d'électricité, la gestion de l'électricité. L'électrolyseur, c'est grosso modo des équipements très similaires. Donc, ils ont des expertises. Lorsqu'on met ces expertises-là en collaboration, là, on arrive à un début de projet qui commence à être intéressant. Mais c'est là qu'est notre vision, qui est beaucoup plus loin que simplement dire « OK, regarde, on va faire un petit électrolyseur, on va injecter de l'hydrogène dans le réseau. Là, on va dire qu'on est vert et on est gentil. Hein? Ça aurait pu être beau petit projet. On a fait notre temps, nous autres, on est partis, on a pris notre retraite, puis tout est beau. C'est pas ça qu'on a monté. Ce qu'on a monté, c'est plutôt la mise en place d'un écosystème basé sur l'hydrogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place un système dans lequel on va produire de l'hydrogène, on va transporter de l'hydrogène et on va le consommer dans le réseau initialement. Est-ce que c'est le meilleur endroit de consommer de l'hydrogène? La réponse est peut-être oui, peut-être non. Une chose est sûre, c'est que ça me prend quelqu'un qui achète au début pour être capable de mettre en place mon installation. Et lorsque mon installation est mise en place, à ce moment-là, on peut passer à une deuxième étape, c'est-à-dire aller chercher des gens qui vont venir utiliser cet hydrogène-là à valeur ajoutée dans le système. Je suis excessivement dérangé. À titre d'exemple, actuellement, on est en discussion avec une compagnie qui, eux, ont pour intérêt de développer le transport lourd par hydrogène. Alors, où est-ce qu'on utilise le transport lourd dans la région? Toute l'industrie forestière de la région, c'est du transport lourd et la batterie n'est pas là, puis elle ne sera pas là pour très longtemps. Ce n'est pas possible d'y arriver. Mais il n'y a pas encore assez de camions, il n'y a pas encore assez de demandes là. Fait qu'on est capable de partir la balle.
Et lorsque ces autres éléments-là vont se développer, on va être capable à ce moment-là d'offrir cette énergie-là à des coûts très compétitifs parce qu'on va avoir un système déjà fonctionnel en place et qu'on va être capable d'accélérer ce verdissement-là du secteur transport. Et c'est là tous les éléments de la transition. Tu sais, il est dans le gaz, donc lui, il est habitué avec ses tuyaux, puis il rentre chez le monde. Non, le gaz, dans l'avenir, il ne sera plus juste là, il va être rendu dans des camions. Lorsqu'on produit de l'hydrogène, ce qu'on vient faire, c'est de l'optimisation énergétique. Est-ce qu'on a pour objectif de produire de l'hydrogène en période de pointe? Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. On va cesser. Pourquoi? Parce qu'en pointe, on a besoin d'électricité au Québec. Mais hors pointe, lorsque l'électricité est pas Moins utilisable, cher, moins cher, mais surtout, c'est que, on n'a pas assez de marché pour. Mais là, c'est le temps de produire de l'hydrogène. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est venir ajuster les marchés entre les marchés gaziers et le marché de l'électricité. Pourquoi? Parce que l'hydrogène et le réseau gazier, c'est une manière d'accumuler de l'électricité verte d'une autre manière. C'est comme une grosse batterie qu'on est en train de mettre en place. Comme justement, juste une batterie. Là. Fait que c'est l'optimisation des flux d'énergie. Et ça, quand, je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu, mais on monte à 45 000 mégawatts, 43 000 mégawatts de consommation les journées froides là, au Québec. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le 24 juin, comment est-ce qu'on consomme l'électricité au Québec. Là. On est autour de 15 000 mégawatts. C'est énorme la différence. C'est énorme. Et les systèmes ont de la misère à jouer ça. Donc, c'est là où est-ce que ça nous prend de l'optimisation de système. Là que, par exemple, l'hydrogène vient jouer sa place. C'est sûr qu'on ne produira pas d'hydrogène une journée par année. Là. On s'entend, mais c'est juste pour démontrer les écarts. Et c'est là où est-ce que nos équipements, lorsqu'on commence à penser différemment, on arrive à monter ces systèmes-là. En fait, c'est très économique. Là. C'est comme, à un moment donné, c'est aussi la capacité du client de payer. Et la production d'hydrogène, comme de GNR, va coûter plus cher que du gaz naturel conventionnel, fossile. Le tipping point, quand est-ce et comment on va l'atteindre? Qu'est-ce que ça nous prendrait pour s'assurer? Et quelle est la marge de manœuvre du client pour payer du GNR? Parce que, comme je l'ai dit en introduction, la transition énergétique, on la veut, mais ça va coûter cher, puis c'est pas sûr que c'est tout le monde qui va pouvoir se la payer. Non. Là, c'est une question à vaste débat. Mais rapidement, vous connaissez BBL, l'entreprise ici de la région. Son prochain building, BBL, sera 100% GNR. Donc, sans émission de gaz à effet de serre. Et il va être moins dispendieux que l'électricité. OK? Donc, c'est moins cher que de passer électrique. Souvent, ce qu'on va dire, on dit que le GNR est plus cher que le gaz naturel. C'est ce qui est vrai. Mais il n'est pas nécessairement plus cher que l'électricité en date d'aujourd'hui. Puis il ne faut pas oublier que l'électricité qu'on paie aujourd'hui, c'est une électricité excessivement peu chère. Mais ça, c'est fini. Là. On sait très bien, on est arrivé à la fin du patrimonial, ce qu'on appelle le bloc d'énergie à 3 cents qu'Hydro-Québec a. Les nouveaux approvisionnements sont à 10 cents, 12 cents du kilowattheure. En réalité, là, le prix du GNR est beaucoup moins cher que la nouvelle électricité qui s'en vient. Alors, lorsqu'on regarde ça, ce qui est important en réalité, c'est de dire, il y a le point de vue économique, mais il y a le point de vue de la capacité de production. Philippe Donsky de Donsky Énergie, c'est un groupe de consultants très verts. Leur dernier rapport sur la feuille de route sur la transition énergétique est extrêmement intéressant. Et j'étais dans une rencontre avec l'ACPER. L'ACPER, c'est les producteurs d'énergie renouvelable. Et puis, le gouvernement annonçait là, ses projets d'éoliennes. Il était très fier d'annoncer ça devant un parterre de gens d'affaires prêts à se lancer dans l'éolienne à outrance. Et ce que Donsky disait, il disait, on va avoir besoin au cours des prochaines années, d'ici 2050, à tous les 5 ans, de 5 000 à 8 000 mégawatts d'installation de nouvelle énergie. 5 000 à 8 000 mégawatts de nouvelle énergie, là, pour donner une petite idée, là, le dernier projet qu'on a fait, la Romaine, c'est 1 500 mégawatts. Ça a pris 10 à 15 ans à le bâtir. Et puis actuellement, il n'y en a pas d'autres dans le pipeline. Fait que là, on est comme 15 ans en retard pour le prochain projet qui s'en vient. Il faudrait qu'on en mette un en place là, qui commence à produire à tous les 2 ans. Frédéric? Ouais, juste compléter là-dessus. Les gens de l'ACPER étaient là, puis ce que je voyais, c'était des têtes qui faisaient non, qui disaient on ne sera pas capable de suivre cette vitesse-là. Et c'est ça, en réalité, lorsqu'on commence à réfléchir à la transition énergétique, on doit voir qu'on doit vraiment aller chercher toutes les sources d'énergie renouvelable pour y arriver. Sans quoi, on n'y arrivera pas. Tu sais, présentement, il y a un appel d'offres d'Hydro-Québec de à peu près 3 000 mégawatts d'éolien qui s'en vient dans les prochaines années.
déjà ça, c'est un gros défi là, de pouvoir construire ça à ces vitesses-là. L'Ontario a le même problème, où est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils vont manquer de puissance installée d'ici 2-3 ans. Mais c'est des problèmes que personne n'avait vu venir, ça. Il y a 4-5 ans, on se faisait dire qu'il y avait des surplus, puis que les surplus allaient être là pour 20 ans. Mais personne n'avait pensé que des entreprises, par exemple, comme Rio Tinto, comme Dofasco, avaient des plans pour dire, regarde, nous, on va verdir la façon dont on fait nos processus industriels. On va arrêter d'utiliser des énergies fossiles, mais ça me prend 900 mégawatts d'électricité. Puis l'autre dit, ben moi, ça m'en prend 600. Ben moi, tout ça s'accumule, puis on arrive dans un moment où il faut produire de nouvelle énergie verte. Puis il faut aussi, comme tu dis, mieux utiliser, restreindre notre consommation, puis utiliser tout ce qui est disponible. C'est vraiment on arrive dans une ère qui est très, très différente de celle qu'on a vécue depuis 10 ans. Juste pour éclairer les gens, là, on parle de GNR, on parle d'hydrogène. Quel est le potentiel, en fait, quelle est la différence entre les deux? Et quel est le potentiel de production de GNR dans la région? Dans la région, techniquement, OK, on va y aller en étapes. Là. Quand on parle de gaz naturel renouvelable, grosso modo, là, c'est de prendre tout ce qui est putrescible. Là. Donc, ça peut être autant des plures de bananes. Puis, je ne suis pas sûr qu'il y en a qui sont passés au kiosque de gazifère, là, le petit bol. Aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Il n'y a pas beaucoup de gaz dans le ballon. Là, mais grosso modo, c'est tout ce qui est résidus verts. Également, les résidus forestiers. Souvent, on les oublie, ceux-là. En réalité, lorsqu'on va arriver à la production des résidus forestiers, on va dépasser. Donc, d'ici probablement une dizaine d'années, c'est maximum une quinzaine d'années, on va produire plus de gaz naturel renouvelable dans la région qu'on en consomme régionalement. Au niveau de l'hydrogène, c'est un peu différent parce qu'on s'en vient s'installer à optimiser les réseaux électriques. Et les réseaux électriques sont beaucoup plus larges que simplement la région. Là, on dépasse ça. Clairement. Mais il y a aussi d'autres rejets. Là. On travaille également avec un partenaire qui, lui, a des rejets d'hydrogène qui actuellement ne sont pas valorisés. Et on va chercher à valoriser ces rejets d'hydrogène-là. Peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'hydrogène, dans le fond, c'est une technologie qui est très, très bien connue, l'électrolyse de l'eau. Donc, on met de l'électricité, des électrodes dans l'eau. Il y avait une démonstration ici tantôt. On sépare l'eau en oxygène, en hydrogène. On trouve quelque chose à faire avec l'oxygène, idéalement. Puis l'hydrogène, lui, il brûle comme du gaz naturel. Donc, on mélange ça avec le gaz naturel. Le consommateur, est-ce qu'il voit une différence? Absolument pas. Tant qu'on est à un niveau qui est raisonnable. Donc, on est en train de faire l'étude actuellement. Et si tout va bien, là, on va, je ne peux pas dire les chiffres, là, mais on devrait émettre les chiffres bientôt, dans le sens que notre réseau, on va être le premier en Amérique du Nord à faire une analyse complète de combien de pourcentage d'hydrogène on peut mettre dans le réseau. Et ce pourcentage-là va être équivalent à ce qu'on retrouve en Europe. Donc, on va être très, très en avant de n'importe qui d'autre en Amérique du Nord pour la capacité d'injecter l'hydrogène. Là, il va rester à compléter le projet pour l'injecter. Ça serait possible. Les études vont avoir été faites et ça va être possible de le faire. Serait-il possible de remplacer complètement par de l'hydrogène? Ça serait possible de le faire. Il y a d'ailleurs, cette semaine, les gens en Angleterre qui ont annoncé vouloir obtenir 20 d'ici, injecter à hauteur de 20 d'ici 2023 et tendre à devenir 100 hydrogène dans quelques années. Là, je n'ai plus de mémoire le chiffre pur, mais fondamentalement, c'est faisable. Tu sais, souvent, on oublie ça. Hein? L'énergie, il y a 4 sortes d'énergie. L'énergie physique, là, genre la bûche ou le charbon. Il y a le liquide, l'essence, le mazout, le diesel. Il y a le gazeux et il y a l'électrique. Et on est chanceux au Québec, l'électrique est déjà vert. Mais là, on a atteint pas mal nos limites de production rapide. On va pouvoir en ajouter, mais jamais au niveau qu'on en voudrait. Dans l'éolien, il va y avoir aussi de la petite hydraulique. Il va y avoir d'autres types. Du solaire, certainement. Solaire possible, mais à date, on... En fait, je regarde Frédéric, parce que Evolugen a des parcs solaires au Canada. Y a-t-il un potentiel pour la région? C'est une question. Si tu m'avais posé la question il y a 7-8 ans, je t'aurais probablement dit non. Mais maintenant, quand on regarde la façon que la technologie s'est améliorée avec les panneaux bifaciaux qui peuvent bouger sur un axe, qui peuvent pratiquement se déneiger eux-mêmes l'hiver, bon, c'est sûr qu'on ne changera jamais le fait que pendant les heures au mois de janvier, février, où il y a le plus de demandes, en général, il ne fait pas soleil. Mais il n'en demeure pas moins que dans le jour, puis durant l'été,
Hydro-Québec a la chance d'avoir un parc de production avec des batteries ou des réservoirs immenses. Ils sont capables d'accommoder encore beaucoup d'énergie intermittente, comme l'éolien, comme le solaire. Puis je pense que c'est pas une question de... Souvent, on se dit on est au Québec, il y a pas de... On est hydroélectrique, mais il y a de la place pour le solaire aussi. On le regarde présentement, puis étrangement, si on regarde une carte là, de l'irradiance solaire au Canada, il y a un point qui ressort, puis c'est dans le Pontiac, ici, où est-ce qu'il y a comme plus de soleil qu'ailleurs. Oui. En fait, les fermiers le savent, ils ont plus de soleil ici, dans le Pontiac. Une partie de Gatineau et la limite du Pontiac, on le sait, du côté de l'Ontario, il y a de la production solaire. Je peux te garantir que chez nous, ce n'est pas le cas, mais un petit peu plus à l'ouest, c'est vrai, ça pourrait fonctionner. Par rapport au GNR, je vais me permettre une petite note éditoriale. On doit favoriser l'émergence du plein potentiel des matières organiques. Aujourd'hui, il est désolant de constater que la ville de Gatineau va avec le plus bas soumissionnaire, puis envoie nos matières organiques à 100 km d'ici, au plus bas soumissionnaire, pour un traitement qui n'est pas exemplaire. On perd un potentiel de produire du GNR ici, mais aussi le résidu qui pourrait servir pour le compost, là, qui pourrait servir aussi pour l'agriculture. Mais à un moment donné, il va falloir travailler, puis je regarde Annick de la ville de Gatineau, conseillère, qui est sur le comité environnement. Il va falloir, à un moment donné, si on veut s'inscrire dans une stratégie régionale pour optimiser nos flux, bien, il va falloir, à un moment donné, se statuer puis penser en termes de retomber sur même ce potentiel-là qui n'est pas pleinement, à mon avis, utilisé. Les limites de l'hydrogène, c'est quoi les limites? Parce qu'il y a beaucoup d'articles, bon, à un moment donné, je lis beaucoup d'éditorial, de lettres ouvertes sur les limites de l'hydrogène. Bien, les limites de l'hydrogène, c'est parce que, au Québec, on en parle juste d'hydrogène vert. Lorsqu'on parle dans le reste du Canada, surtout en Alberta, mais même en Ontario, on parle beaucoup plus d'hydrogène bleu. Donc, c'est quoi ça, ces histoires de couleurs-là? L'hydrogène vert, c'est vraiment partir d'une électrolyse, donc d'électricité renouvelable qu'on va produire d'hydrogène. L'hydrogène bleu, c'est qu'on va prendre la molécule de gaz naturel, on va la casser pour aller chercher l'hydrogène et on va venir séquestrer le carbone qui est associé. Ce qui fait que lorsque l'hydrogène sera consommé, il sera vert, entre guillemets, ou bleu, et le carbone n'aura pas été émis dans l'atmosphère. Donc, en Alberta, c'est ce qui travaille très fort, et pour eux, lorsqu'on intègre l'hydrogène bleu, puis ça, fait partie du plan du gouvernement fédéral, là, la quantité d'hydrogène bleu est phénoménale, est immense. Donc, ce potentiel-là est très important. Au niveau de l'hydrogène vert, beaucoup plus limité, parce qu'ultimement, on vient de la production d'électricité. Donc, c'est pour ça que je parlais beaucoup plus d'optimisation de systèmes en production d'énergie d'hydrogène vert plutôt que de production pure d'hydrogène vert pour de la consommation de comme on tente de l'installer chez nous. C'est sûr que, par contre, l'hydrogène est aussi... Pensez à peu près à toutes les sources d'énergie. Produire du gaz d'avion vert, c'est un mélange d'hydrogène et de CO2. Ça prend de l'hydrogène. Produire de l'énergie liquide, ça prend de l'hydrogène. Produire du gaz naturel renouvelable, il y a certaines méthodes de production, certains types de production qui nécessitent de l'hydrogène également. Et il y a 3 types d'hydrogène vert. Il y a le bleu, appelons-le vert, mais il y a le bleu, il y a le vert, comme je vous ai parlé. Et il y en a un troisième qui est également par gazéification, qui est en développement actuellement. Donc, c'est de prendre encore là des déchets putricibles, restes de forêt, par exemple, et de transformer ça en gaz et d'aller chercher l'hydrogène dedans. Ça amène juste un point, c'est que tout ce volet-là de gaz naturel renouvelable, d'hydrogène, de valorisation de nos déchets ultimes, valorisation de nos déchets putricibles, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Ça fait à peu près une dizaine d'années que ça a commencé à bouger. Ça bouge très vite. Mais on n'est pas rendu à l'étape où toutes ces technologies-là sont encore prêtes et déployables. Mais on voit une évolution marquante, là. Quand on parle de production de GNR à partir de résidus forestiers, tout le monde parlait de 2040. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à vraiment faire des projets commerciaux
pour mise en production 2026, 2027, 2028. Donc, il y a comme 10-15 ans qui a été gagné là, dans les 3-4 dernières années. Puis, en fait, ça va peut-être paraître contradictoire pour quelqu'un qui travaille en environnement, mais tu sais, la question de la survie de l'industrie forestière dans la région est assez importante au niveau social. Il y a beaucoup de villages qui dépendent de la foresterie, puis assurer une optimisation du résiduel, puis j'entends bien résiduel forestier, est important, tu sais, pour assurer la survie de l'industrie forestière. Mais je fais une autre parenthèse. Hier, puis là, c'est vraiment de la promotion du Credo. Hier, on a annoncé un beau projet. Le gouvernement du Québec a annoncé une annonce pour la concrétisation d'un aire protégée dans le Pontiac. C'est 120 km² autour de la Noire et la Coulonge qui a été annoncé. Qu'on peut faire de la foresterie, mais on peut en protéger. Puis c'est ça notre discours qu'on a avec l'industrie forestière. Ça commence à porter fruit. Mais il faut les aider aussi à optimiser leur gisement, comme on le veut faire avec toutes nos matières résiduelles. Là. Puis le bois résiduel fait partie de ça. Mais juste pour finir pour mon autopromotion, ça fait que cette aire protégée-là, c'est l'aire protégée le plus grand au Québec qu'on a ici en Outaouais. C'est une grande satisfaction pour nous au Credo et les gens de la SNAP avec qui on a travaillé ce projet-là. Bref, je retourne aux questions. C'est quoi votre vision pour l'Outaouais? Vous connaissez l'énergie, là, puis c'est quoi votre vision, là, où on doit être dans 20 ans en Outaouais? Fred? Je peux commencer peut-être une réponse. En fait, nous, notre rôle est un peu plus à l'arrière-scène. On est un producteur d'énergie renouvelable. Comme tu disais tantôt, on a une certaine expertise qui produire de l'énergie, gérer de l'énergie à haute tension, gérer des électrolyseurs. Dans ce qui est production d'hydrogène, on a un rôle à jouer qui est plus un rôle de production de la molécule. Maintenant, Gazifère et puis Jean-Benoît, ils ont la vision qui est comment on peut être un des premiers endroits au Québec ou au Canada même qui va intégrer ces deux morceaux-là ensemble, la distribution, la production d'hydrogène, puis essayer d'aller chercher tous les morceaux qui peuvent s'y rattacher pour vraiment créer comme un hub, un écosystème où on est capable de tout utiliser, multiproduction, multi-utilisation, je te vole ton punch, d'habitude c'est toi qui l'as dit celle-là, mais je veux dire, on en produit, puis on trouve toutes les façons d'aller chercher, par exemple, l'hydrogène qui ressort de certaines usines, qui est présentement pas utilisé. On le capte, c'est de l'énergie, ça. On la réutilise comment? Est-ce qu'on la met dans le système de gazifère pour être brûlée comme du gaz naturel? Est-ce qu'on l'utilise pour fueler fueler, je m'excuse du terme anglais, là, mais pour des camions lourds? Est-ce qu'on l'utilise pour des procédés industriels? Il y a tout un inventaire de possibilités. Puis je pense que si les entreprises, puis les gouvernements, puis les groupes se mettent ensemble, on peut faire une vraie différence. Puis après ça peut être répliqué ailleurs. Puis un jour, si tu as plusieurs endroits au Québec où il y a de la production, une l'utilisation d'hydrogène, bien, ils vont finir par se connecter ensemble, comme ça a fait à l'époque avec le gaz naturel, pour que ce soit de plus en plus efficace. Fait que je te passe je ne sais pas si tu veux ajouter là-dessus. Bien, moi, ce que je dirais, c'est... Vous savez, c'est vraiment dérangeant. On travaille sur des projets qui sont en milliards de dollars. On n'a jamais, en tout cas moi, quand je parle avec les gens disent quoi? Oui, on travaille sur des projets de milliards de dollars pour faire des énergies renouvelables dans la région d'Outaouais. Depuis qu'on a mis en place les infrastructures de production d'électricité, il n'y a plus eu de production d'énergie dans la région. On a ramassé d'énergie d'ailleurs, on l'a distribuée, que ce soit par Hydro-Québec, que ce soit nous autres, que ce soit les essenceries, mais on n'a pas utilisé, on n'a pas développé notre secteur industriel énergétique. Et lorsque tu as accès à de l'énergie renouvelable, accès à l'énergie directement sur tes terrains, ce que tu viens faire, c'est que tu viens aussi permettre une transformation de ton économie et une création économique basée sur ces énergies renouvelables-là. Alors, non seulement on va être la première région en Amérique du Nord 100% renouvelable au point de vue de la distribution du gaz naturel, mais ce qu'on veut faire, qui ne sera plus du gaz naturel, va devenir l'énergie par canalisation, mais gaz naturel renouvelable, hydrogène, mais on veut mettre en place les conditions pour être capable, et c'est pour ça qu'on travaille avec d'autres partenaires, pour produire plusieurs types d'énergie renouvelable, faire en sorte qu'on puisse recréer un secteur industriel local, parce que notre secteur industriel est assez monosectoriel. On commence à avoir une petite diversification dans la petite industrie, mais quand même limitée,
Pourquoi être capable de faire cette diversification-là? Parce qu'ils vont avoir accès à cette énergie renouvelable-là dans la région. Alors, Et c'est des l'énergie projets renouvelable est économiquement- recherchée. Pardon? L'énergie renouvelable est recherchée. Recherché. J'étais avec, on était avec le ministre Champagne du gouvernement fédéral hier. Et puis, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des gens qui me disent, moi, je m'en viens là. Je m'en viens avec mon projet, je m'en viens au Canada, n'importe où. Dis-moi où je peux aller m'installer. Puis, le ministre Champagne dit, ouais, mais j'ai pas l'énergie renouvelable à te donner. Je ne l'ai pas. Oui, on peut la produire, mais elle n'est pas encore produite. Et c'est pour ça qu'il faut créer, c'est un peu l'œuf et la poule, là. Il faut mettre en place la base pour après ça passer à la prochaine étape. Et c'est ça qu'on est en train de travailler à mettre en place, cette base. Une dernière question. On s'entend, pour y arriver, il va falloir que l'énergie fossile soit tarifée différemment. Il y a un prix sur le carbone encore plus élevé. Selon vous, puis je ne vous demande pas une réponse, ça demande une analyse plus profonde, là, mais à quel prix une tarification du carbone pour assurer le tipping point? C'est plus. Pourquoi je dis ça? C'est, vous savez, le prix du gaz naturel est autour de 4 le gigajoule il y a à peu près 4 mois, 5 mois. Aujourd'hui, on est à peu près à 10 Donc, il y a plus que doublé, en temps de le dire. Notre écart avec le GNR... Ça n'a rien à voir avec les taxes. Là. Ça n'a rien à voir avec les taxes. Là. C'est juste le marché, ce qui se passe avec le marché énergétique. Le marché du gaz naturel a toujours été un peu plus régional. Amérique du Nord a toujours été beaucoup plus faible parce que c'est une énergie résiduelle de notre système énergétique. Et je suis vraiment dérangé par toutes sortes de bruits. De l'autre côté, il y a le pétrole qui, lui, est beaucoup plus mondial. On a vu, lorsque la crise est arrivée, le prix du pétrole a levé beaucoup. Et là, on vient de voir que le prix du gaz naturel s'est mis à monter également de manière relativement importante en Amérique du Nord, ce qui n'était pas habituellement le cas précédemment. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, où est-ce qu'on est rendu au prix du gaz naturel avec le 150 donne-moi une seconde, là, à 150, là, on va être pas loin du tipping point de gaz naturel à gaz naturel renouvelable. Cependant, aujourd'hui, souvent, on va regarder gaz naturel renouvelable versus électricité. Oui. Puis ça, en date d'aujourd'hui, dans le secteur commercial industriel, on n'a aucun enjeu. Secteur résidentiel, on est très compétitif. Puis quand on regarde par rapport au coût marginal de l'électricité, le gaz naturel renouvelable est moins cher que l'électricité, des nouveaux approvisionnements d'électricité. Ouais, ça coûte cher à produire de la nouvelle électricité verte maintenant. Là. Surtout que les projets de barrage sont de moins en moins possibles et socialement acceptables. Les prochains approvisionnements. Les projets de? Si, par exemple, des nouveaux barrages hydroélectriques. Oui, barrages, oui. On en a ici dans la région, ça fait 100 ans qu'ils sont là, qu'ils ont été construits, ils fonctionnent très, très bien. Mais maintenant, si on arrive avec des projets pour harnacher des nouvelles rivières, pour mettre des nouveaux barrages, l'acceptabilité sociale n'est plus là. Ce qui fait en sorte qu'on est capable de produire de l'énergie renouvelable autrement. Éolien, solaire, ça implique un coût plus élevé. Le produire, pas si mal. On peut le produire à un coût raisonnable, mais ça prend tout un système pour être capable de l'utiliser. De l'éolien seul, quand ils ne vendent pas, ça ne fonctionne pas. Maintenant, ça prend des barrages, ça prend une intégration, puis le coût est beaucoup plus élevé. Donc, pour revenir à ton point, le tipping point, je pense que les taxes sur le carbone vont aider à remplir l'espèce d'écart qui reste entre le prix du gaz naturel, le prix qu'on peut faire d'hydrogène vert, Oui. tranquillement dans le temps, puis ça va être aussi un choix des consommateurs et des entreprises. On voit beaucoup de gens qui lèvent la main, comme tes clients, qui volontairement décident de payer un peu plus cher pour avoir de l'hydrogène ou du gaz naturel renouvelable. On le voit partout ailleurs aussi. Là. C'est pas, Merci, messieurs. Nous, je l'avais promis, on va ouvrir la question, on va donner la parole aux gens, puis Mathieu va être le premier sur la liste. Là, ici, on a parlé beaucoup de transition énergétique, de production d'énergie renouvelable. Les questions qui étaient dans l'actualité, qui étaient amenées là, plus à la surface, mais qui étaient inévitables. C'est sûr que ça allait venir prochainement. C'est toute la question de la consommation et principalement au niveau résidentiel. Et on n'a pas parlé suffisamment de réduction ou d'optimisation. Bon, on a parlé un peu là, des gisements, l'optimisation des gisements, mais c'est toute la question de sobriété énergétique. C'est une thématique qui n'a pas été abordée aujourd'hui, puis ça voudrait un autre panel. Mais aujourd'hui, c'était principalement sur la nouvelle énergie, les productions. Mathieu, es-tu prêt à poser la question?
Merci beaucoup pour la présentation. J'ai personnellement beaucoup à apprendre sur ces questions-là. C'était très instructif. Je suis un citoyen inquiet. C'est ce qui motive toutes mes démarches là, de recherche puis de compréhension de ce qui se passe au niveau de l'énergie. J'ai beaucoup de réserves par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui, par rapport aux propositions que vous faites en général. Je ne suis pas tout à fait rassuré pour diverses raisons. Entre autres, la question de l'hydrogène vert, que je connais vraiment pas beaucoup, l'hydrogène bleu et tout ça. Ce que j'en connais, par contre, que ce que je peux voir un peu partout, tu as posé une question sur les limites. Encore ce matin, Sur quoi? sur les limites. OK, j'ai compris l'épinette. Désolé. Sur les limites, puis peut-être les dangers qui viennent avec ça. Encore ce matin, dans le droit, il y avait une opinion d'un chercheur indépendant à la retraite là, qui décrivait des grandes réserves par rapport au projet d'Énergir, de miser beaucoup sur l'hydrogène vert. J'ai l'impression que ça verse beaucoup dans l'optimisme technologique, dans la mesure où on s'attend à ce qu'on va découvrir les innovations nécessaires pour mettre en œuvre et utiliser ces domaines-là. Donc, ça soulève beaucoup d'espoir et d'enthousiasme. Puis dans ce sens-là, c'est sûr que j'encourage ces initiatives-là, mais aucune garantie. Donc, pour ça, je ne suis pas rassuré. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas. On espère tous que ça va marcher, mais bon. L'autre point que je voulais amener, c'est que je serais plus rassuré. C'est normal qu'une entreprise comme Gazifère, elle n'a pas le choix de se réinventer. Là. La raison d'être dans l'entreprise, c'est de vendre un produit qui émet des émissions de gaz à effet de serre, qui fait des émissions de gaz à effet de serre. On le sait depuis longtemps. Donc, il faut revoir le produit, il faut revoir le mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc, merci de faire ces efforts-là. C'est apprécié, c'est important, c'est incontournable. Mais de là à se présenter comme des champions de l'environnement, j'ai mes réserves personnellement, entre autres parce que je trouve qu'à cet égard-là, à mes yeux, de ce que je peux comprendre jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un manque de crédibilité. La chronique qui est sortie hier dans le droit, c'est à propos des branchements des nouveaux bâtiments, des nouveaux commerces au gaz naturel. Dans les dernières années, vous avez parlé de 2000 à 2015. J'ai écrit à Gazifère pour obtenir les données plus récentes, puis vous m'avez référé à la Régie de l'énergie. Les données que j'ai trouvées montraient que le nombre de factures résidentielles et commerciales augmente de manière significative année après année depuis, je ne sais pas c'est quand ça remontait, 2018, là, mais ça augmente. Vous branchez des centaines de nouvelles factures. C'est nommé de même dans les bases de données que j'ai explorées, mais des centaines de nouveaux bâtiments, j'ai l'impression, au gaz naturel. Et ces branchements-là ne correspondent pas à une baisse. Moi, de ce que j'ai vu dans les données, c'est que la moyenne d'utilisation, de consommation de gaz naturel par branchement n'a pas baissé dans les dernières années. Donc, ce qui laisse entendre que, bien, on parlera de données si vous voulez, mais moi, c'est les données de la régie que j'ai pu avoir. Ça laisse entendre que les nouveaux branchements sont à des systèmes conventionnels, pas de la biénergie, probablement plus efficace que ce qu'il y avait il y a 20 ans, mais reste que la consommation moyenne par facture est la même. Donc, je vous demanderais, pouvez-vous justifier pourquoi Gazifère continue de brancher, d'étendre son réseau de manière très, très extensive depuis quelques années et de faire des branchements de nouveaux bâtiments au gaz naturel quand on sait que c'est une énergie qui émet des gaz à effet de serre. Donc, j'aimerais ça avoir une justification pour ça par rapport aux nouveaux branchements. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sert de l'énergie pour les gens. Et tous les gens ont besoin d'énergie. Alors, je reviens à ce qu'on disait tantôt. Les limites de l'énergie en tant que telle, on a des limites importantes. On a certains clients qui nous appellent directement. On a des clients qui nous appellent parce qu'Hydro-Québec n'est pas capable de supporter les capacités du réseau. Et on a également des clients tout simplement parce qu'on fait de la vente, ça fait partie de notre travail, de répondre aux besoins énergétiques. Mais l'objectif, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour demain. Moi, brancher quelqu'un aujourd'hui, c'est m'assurer qu'avant longtemps, il va être rendu en énergie verte. C'est ça le plus important. Maintenant, pour ce qui est de vos calculs, vous irez revoir votre calcul parce que vous avez mentionné que... C'est bon. C'est bon? Je suis encore vivant? OK. Vous avez mentionné dans un de vos articles, je ne sais pas si c'est vous, en tout cas, dans l'article du droit, c'est vous? Vous avez mentionné que le site Cook émettait l'équivalent d'à peu près 1000 maisons. Le site Cook émet l'équivalent d'à peu près 55 000 maisons. Donc, je vous demanderai de retourner faire vos calculs.
Dans l'article, c'est ce qui est mentionné, 2 ans de nouveaux clients résidentiels. Donc, mais le client représente l'équivalent des émissions de Seth Cook, ce qui est complètement faux. Alors, c'est juste que la littératie énergétique, c'est quelque chose de très complexe. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine de l'énergie. C'est très, très difficile de comprendre tout le système énergétique. Pour prendre des positions puis de donner des arrêts de choses, il faut commencer par comprendre ce qui se passe. Je vais juste compléter un petit élément très, très, très rapidement. En Ontario, actuellement, dans très peu de temps, on va cesser la production à Pickering, centrale nucléaire. La centrale de Pickering va arrêter. Qu'est-ce qu'on va consommer pour compenser? Du gaz naturel pour produire l'électricité parce qu'il n'y a pas d'autre source de production d'électricité. Une source d'électricité produite à partir du gaz naturel, 40 d'efficacité. Gaz naturel directement dans une maison, 100 d'efficacité. Alors, c'est ça qu'il faut être capable de comprendre au complet. Et je vais vous envoyer vers Sophie Brochu. Sophie Brochu, ce qu'elle a dit récemment, elle dit, il va falloir commencer à qu'on se parle un petit peu plus énergétique, puis qu'on parle, on a une conversation canadienne. Bon, là, elle a défini le Canada d'une manière différente. C'était l'Ontario, le Québec, les Maritimes, l'État de New York, l'État de la Nouvelle-Angleterre. Bon, je ne sais pas c'est quoi ce nouveau pays-là, mais en tout cas, ça, c'est le nouveau pays qui existe avec Sophie. Et il y a une raison pour ça, parce que tous ces réseaux-là sont interreliés. Et quand on regarde ça, quand on s'en va dans la région du nord-est américain, on produit énormément d'électricité à partir du gaz naturel, à 40 d'efficacité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, tiens, on va enlever une maison à 100 d'efficacité pour consommer de l'électricité, ici. Puis ici, je vais être vert. Parfait, ma maison va être verte. Mais pendant ce temps-là, je vais être obligé d'utiliser de la production d'électricité avec 40 d'efficacité. Donc, à toutes les fois que je branche une maison électrique au Québec et que je ne le fais pas au gaz naturel, ce que je fais, c'est que je produis davantage de gaz à effet de serre dans le nord-est américain. C'est ça, la réalité. Et c'est ça qu'il faut être capable de comprendre. J'essaie de le vulgariser en 3 secondes et demie, là, mais c'est toute cette compréhension-là qu'il faut être capable de faire. Alors, est-ce que ce serait parfait de dire, moi, Gatineau, je vais être 100 renouvelable, je me mets tout électrique, plus d'essence, plus de maison au gaz, puis on enlève le propane, by the way, puis je ne sais pas pourquoi personne court après le propane. Là, mais c'est vrai que le propane, lui, est gentil, et personne ne veut courir après lui, là, mais ça, c'est des affaires que je ne comprends pas. Et quand je fais tout ça, là, ça ne changera rien. Parce que tous les mouvements que je vais faire vont faire en sorte que je vais mettre plus autour de moi. Et c'est ça qu'il faut avoir comme compréhension. L'accès direct, je vous dirais, quand on décide d'enlever la maison, par exemple, la nouvelle résidence, c'est comme décider d'arrêter la pêche individuelle pendant que le chalutier continue à se promener. Nous, ce n'est pas la petite pêche individuelle qu'on veut arrêter, c'est de travailler pour faire en sorte que le chalutier arrête. Pour que le chalutier arrête, il faut produire de l'énergie verte localement, en quantité très importante, pour être capable de répondre à l'entièreté des éléments. By the way, puis je reviens à ce que tu disais tantôt, Benoît, l'efficacité énergétique est une part hyper importante d'être capable d'y arriver. Très, très importante. Mais ça, il faut se poser des questions très personnelles là-dessus. Regardez juste le nombre de VUS, le nombre de camions qui se promènent dans la région, etc. Il y en a énormément. Bien, en fait, oui, je sais, parce que ça pourrait quand venir en débat, et ce n'était pas le but. Mais qu'est-ce que je vous conseille, parce que je vous connais bien tous les deux. Mathieu, tu es sur le conseil d'administration du Credo. Jean-Benoît, je vous connais. Prenez le temps de parler ensemble. Je laisse la parole à Catherine, OK? Juste pour, en but d'équité, OK? Mais parlez-vous! C'est correct, on va se parler après. Ouais. Ouais. Jean-Benoît, il adore parler. Merci. Ça fait longtemps, là. Fait qu'en 3 petits mots rapides, un premier mot, merci. Là. Je sais que c'est pas facile, puis c'est important, je pense, cette discussion-là, puis ça intéresse beaucoup de gens, puis ça fait jaser. Fait que merci à tous les deux, à tous les 3, de nous donner la chance d'avoir cette discussion-là aujourd'hui, puis je suis sûre que c'est comme une partie d'un grand tout. C'est vraiment une question de citoyenne, là, mais sinon, dans la vie, je travaille en urbanisme, je suis chez Vivre en Ville, on travaille avec Philippe Donsky, on travaille avec Pierre-Olivier Pinault, fait que c'est quand même des questions complexes avec lesquelles je travaille dans la journée. Mais là, j'ai vraiment mon chapeau de fin de semaine. D'un, je ne dois pas être la seule qui a écouté J'aime Hydro. Là, ça fait longtemps qu'on le sait qu'on a un enjeu de consommation, puis ça a été très bien nommé. Là, il y a comme une grosse machine. Il faut aussi qu'on réduise à la source le fait qu'on consomme beaucoup trop. Puis comme vous le disiez, là, la question chalutier puis la question pêcheur individuel, c'est la même chose. Si on... l'électrification de nos transports collectifs, de la voiture individuelle, bref, ça touche beaucoup, beaucoup d'affaires. Fait qu'il y a cette question-là que j'étais quand même contente que ça soit touché, le fait que
on n'arrivera nulle part si on ne réduit pas non plus à la source notre consommation en général. Fait que ça, pour moi, c'est comme la pierre d'assise de tout ça. Puis là, je lance vraiment un pavé dans la mare parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça pendant que vous jansiez, mais est-ce que, puis là, le « on », interprétez ça comme vous voulez, mais est-ce qu'on a un malaise collectif avec le gaz naturel ou le GNR? Parce qu'on est tellement habitué que notre façon de gérer Hydro-Québec, c'est nationalisé depuis toute ma vie. Je n'ai pas connu autre chose, moins que de l'électricité nationalisée. Puis est-ce que ça fait partie de vos réflexions comme entreprise? En fait, non, excusez, c'est pas ça ma question. Mais en tout cas, moi, ça m'a occupé pendant qu'on parlait. Est-ce que ça fait un peu partie de notre questionnement qu'on n'est pas propriétaire de ce qu'on fait avec notre gaz naturel collectivement? Fait qu'on se sent peut-être moins capable de se dire, un jour, quand on va décider qu'on veut être autre chose ou qu'on veut faire évoluer la machine, c'est du privé, c'est pas nous. Est-ce que vous, dans votre gouvernance ou dans la façon dont vous travaillez, ou peut-être même si vous voulez aller dans le côté plus marketing, comment vos équipes réfléchissaient à ça, mais je serais comme intéressée de vous entendre un peu là-dessus, soit sur la façon dont vous travaillez avec le gouvernement du Québec, ou tantôt vous avez touché un petit peu la question de faire changer les lois, faire changer la réglementation. Fait en tout cas, c'est un peu vaste, là, mais je me pose un peu cette question-là de comment on approche ça avec le citoyen, parce que j'avoue que si j'y pense 2 secondes, peut-être que c'est une partie de mon vague malaise comme citoyenne de ne pas trop savoir comment je peux participer à cette réflexion-là dans l'avenir. Tu veux-tu y répondre, Fred? Je vais te laisser commencer si ça ne te dérange pas, Jean-Benoît. Mais en fait, le privé, nous, on est un producteur d'énergie renouvelable privé. Là. Evolugen, c'est Brookfield Renewable. On ressemble à Hydro-Québec. On a des barrages un peu partout au Canada, en Amérique du Nord. On produit de l'énergie de la même façon. On va participer aux appels d'offres d'Hydro-Québec. On va produire de l'énergie éolienne si on est chanceux, puis on gagne. Je pense qu'il y a une façon, peut-être pour répondre à une petite partie de la question, d'intégrer les entreprises privées. De toute façon, Hydro-Québec n'a pas l'intention ni les capacités de produire toutes ces nouvelles, ces nouveaux parcs de production-là. Fait que moi, je le vois comme... J'ai travaillé chez Hydro-Québec pendant longtemps. On a de la chance d'avoir ça, mais c'était une partie coordonnatrice. Ils coordonnent toute la production d'énergie au Québec, mais il y a quand même beaucoup de place pour d'autres joueurs de venir s'intégrer là-dedans. Puis je vais te passer la parole là, parce que c'est pas mal... Non, pas de trouble. Merci, Fred. Bon Dieu. Je n'avais pas pensé à ce point-là. Mais tu sais, ultimement, on est une entreprise excessivement réglementée. Puis une des choses que moi, je trouve très difficile, c'est comment est-ce qu'on veut bouger vite. Puis Benoît, tu sais, on a fait des demandes au niveau du gouvernement et autres. Comment on essaie d'aller plus vite que ce que l'appareil gouvernemental nous permet de faire. Et un des enjeux qu'on a, et tu as parlé exactement de ça, c'est la culture Hydro-Québec. C'est-à-dire, dans notre tête, Hydro-Québec est là. Il y a toute l'énergie qu'on a besoin pour le Québec, même si ce n'est pas vrai, il en manque, là, vous l'avez vu là, dans le graphique. Et quand c'est Hydro-Québec, on est fiers de tout ça, puis on le comprend. Donc, on a cette culture-là générale. Historiquement, on l'avait, cette culture-là, puis dans le gaz, c'était difficile, il fallait se battre pour essayer d'expliquer que c'est une énergie acceptable, etc., mais c'est un point de vue compétitif. Il n'y avait pas le côté transition énergétique. Aujourd'hui, il y a cet élément-là de transition énergétique qui arrive, mais souvent, les gens ne comprennent pas ça veut dire quoi, le gaz. Et l'enjeu qu'on a en gaz au Québec, par exemple, il y a des gens qui ont relevé le projet à Tursault. Hein? Quand on amenait le gaz naturel à Tursault, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait l'équivalent de 3333 autos sur la route. Moi, je faisais une blague, une blague. C'était un peu mon... Parce qu'à l'usine de Fortress, là, c'était du bunker qu'ils utilisaient. Fait que non seulement j'enlevais... Là, je dis, c'est quoi du bunker? C'est du mazout. Du mazout. OK? Et souvent, ce que je disais, c'est que ça va enlever plus de voitures qu'il y a d'habitants à Tursault. Tu sais, l'arrivée du gaz naturel, là, c'était un peu mon punchline. Là. Ça a déjà marché plus. Mais l'autre élément aussi, c'est que ça élimine les SOx et les NOx, donc les gaz pour les pluies acides. Alors, mais on ne le sait pas. On n'en tient pas compte. On se dit, ah non, c'est pas correct. Quand on a rentré à Chelsea, là, c'est des camions et des camions d'huile et de propane qui montaient au spot Chelsea. C'est ça qu'on a éliminé également. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on perd de vue parce qu'on ne réfléchit pas globalement au point de vue énergétique. Alors, je vous dirais, c'est un des enjeux. C'est pour ça qu'on travaille très fort pour le côté éducatif, pour expliquer c'est quoi. C'est pour ça qu'on travaille également pour mettre en place des projets de production de gaz naturel renouvelable dans la région qui vont être des projets qui lorsqu'ils vont arriver, vont être détenus par des gens de la région. Maintenant, il ne faut pas oublier, Gazifort, on est là depuis 1959. Il y a une centaine d'employés qui travaillent ici dans la région.
Puis vous parlez, oui, parlez aux pompiers lorsqu'il y a eu les inondations, puis ils vont vous dire comment est-ce qu'ils étaient fiers que Gazifère soit là. Parce que comparativement à Hydro-Québec, qui était à Montréal pour gérer les inondations, là, la proximité puis le lien direct là, était très important et a été énormément retenu. Donc, c'est des éléments que je pense que d'avoir quelqu'un local qui le regarde, puis on a cette chance-là à Gatineau avec Gazifère. Là. On est une entreprise locale qui a pour objectif de vraiment se verdir. Mais Énergie, eux autres, font le reste du Québec. Là. Ils ne regardent pas comment ils peuvent faire très bien à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils regardent grosso modo le Québec. Nous, on est en train d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour la région. Donc, une vision beaucoup plus complète de la région qu'on est en train de développer. Je dis réel. Je vais laisser je pense que avant-dernière question. OK, merci. Bonsoir. Mon nom est Réal Lalande. Je suis le président du Action Climat Outaouais. Ça fait que j'ai écouté votre exposé. Effectivement, vous parlez d'efficacité, d'optimisation dans la perspective de vos compagnies, de votre compagnie, de Gazifère. Ici, en fin de semaine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur un peu la crise climatique, comme on se posait des questions sur la crise de la COVID. Donc, la crise de la COVID nous a été imposée. Les gouvernements se sont mobilisés, il fallait y faire face. C'était la crise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'après-crise. Quelle sera la relance? Qu'est-ce qu'on a appris de la crise? Mais on sait qu'au point de vue climatique, il y a une crise climatique qui s'en vient. Il y a des gens qui sont préoccupés par des actions à prendre. À quel point ça parle à vos compagnies? Parce qu'effectivement, quand on regarde la crise climatique, ce qu'on voit, c'est qu'il faut réduire assez rapidement les hydrocarbures. Et puis ça, je ne sais pas, vous avez votre vision là-dessus. Il faut remplacer par d'autres moyens et surtout, il faut réduire. On a besoin de réduire la consommation globale parce qu'on ne peut pas toujours produire plus à partir des ressources qu'on a. Donc, à quel point la crise climatique, pour vous, c'est quelque chose que vous voyez, dont vous tenez compte? Je peux peut-être commencer. En fait, je parle pour mon entreprise, je parle pour Brookfield Renewable. On est un producteur d'énergie renouvelable. On a toujours produit de l'hydroélectricité, de l'éolien, du solaire. Fait que nous, on se considérait déjà comme un acteur en production d'énergie renouvelable. La différence maintenant, puis on le voit, puis votre question, c'était est-ce que les entreprises comme les vôtres voient qu'il y a quelque chose à faire, des leçons apprises? La réponse, c'est oui. C'est que maintenant, on voit qu'on a un rôle plus grand que juste produire de l'énergie. On a un rôle où on peut accompagner d'autres entreprises, puis il y a énormément de projets. C'est incroyable le nombre de rencontres que j'ai, de meetings. Toutes les entreprises ont le même incitatif à, réglementaire aussi, là, parce qu'il y a des taxes sur le carbone qui arrivent, mais tout ça, ça les pousse dans la même direction. Puis le milieu dans lequel moi je travaille a complètement changé depuis 3 ans. Les genres de projets, on me parle maintenant de projets de remplacer un intrant dans un secteur industriel par de l'électricité, qui n'est pas simple. On parle de remplacer du gaz naturel par de l'hydrogène. En fait, toutes les initiatives nouvelles qu'on a dans l'entreprise sont poussées par les changements climatiques puis le besoin de transition énergétique. Fait que moi, pour répondre à la question simplement, moi, je le vois, ça a complètement changé notre industrie. Peut-être même chose. Frédéric, oui. Si je peux me permettre aussi, puis je ne veux pas avoir l'air du gars qui fait la promotion d'Evolugen, mais parce que je suis beaucoup l'actualité financière puis l'actualité économique sur ce qui se passe en lien avec les changements climatiques. Puis il y a environ une dizaine d'années, il y a eu un signal d'alarme qui a été donné par un grand économiste, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, qui était à l'époque la gouverneure de la Banque d'Angleterre, qui avait rallié les grands économistes pour dire « Oh là, ça ne marche plus, là. » Mark Carney. Mark Carney travaille aujourd'hui chez Evolugen, ici, sur la rue Victoria, et c'est lui qui a mis en place le plus gros fonds d'investissement privé au monde. Et on a cette personne-là ici, et même à Gatineau, puis il y a un leadership qui est joué, là. Tu nous donneras 5$ pour cette promotion. Ben, c'est bon, merci, Benoît. Non, mais il y a des choses, je le sens, je suis ces affaires-là, ça ne va pas assez vite. Ça n'ira jamais assez vite pour moi, pour vous, mais il y a des choses qui changent, puis on le voit avec tous les projets d'investissement qui se passent en ce moment. Mais ce n'est pas assez urgent, c'est vrai.
On nous reste 5 minutes. Je veux juste dire quelque chose de bien personnel, parce que souvent, des gens vont dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Hey, ça serait facile. Moi, avec l'expertise que j'ai et tout, là, je m'en vais travailler chez Hydro-Québec, puis je me promène, puis je vente l'électricité. Ça serait tellement facile. Moi, j'ai décidé d'être l'autre bord plutôt, puis de le faire. C'est de l'ouvrage, c'est dur, mais je le fais. C'est ça que j'ai décidé de faire dans ma carrière, c'est de la faire, la transition énergétique, par la voie où est-ce que c'est difficile de l'accomplir, pas par la facilité. Je gagnerais très bien ma vie chez Hydro à faire une petite job facile. Moi, j'ai essayé de faire celle qui était difficile, puis de l'accomplir. C'est pas si facile que ça, là. Ah, ben là, ça, c'est toi qui as passé par là. Mais ça serait, disons, un petit peu moins combatif. Appelons ça comme ça, controversé. Moi, j'ai décidé de le faire parce que j'y crois, puis je suis sincère que je suis conscient qu'on a besoin de toutes les énergies. Puis c'est ça qu'on souvent on oublie. Et c'est pour ça que je travaille si fort à faire en sorte de verdir c'est l'énergie que moi je gère. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire. Une chose que je ne peux pas faire. Tu sais, on parle de sobriété en carbone. Moi, une fois que j'ai amené le gaz chez un individu, là, s'il décide de partir son barbecue et de le faire rouler 365 jours par année, je ne peux pas l'empêcher. Ça, c'est l'individu. Il y a une responsabilité citoyenne en arrière. Puis ça, moi, je ne peux pas faire cette portion-là de la responsabilité. Fait que moi, je travaille où je peux travailler. On travaille très fort, le plus rapidement qu'on est capable de le faire, mais je ne peux pas faire l'autre partie qui est le citoyen. Puis moi, je peux vous dire que la chose qui m'a le plus déçu, là, vous parliez de la COVID, là, moi, c'est l'effet COVID qui m'a le plus déçu. L'effet COVID, là, on n'a pas pu voyager, tout le monde s'est acheté un bateau puis un sidou, puis on a tous été brûlés du gaz sur ces plans d'eau. J'étais estomaqué. Mais ça, c'est pas nous, là. C'est l'individu qui a fait le choix de faire ça. Merci beaucoup, messieurs. Ben, oui, parce qu'on m'a fait signal, Éric m'a fait signal disant... il y aurait eu d'autres questions. En fait, toute la question énergétique, il y a beaucoup de littératie énergétique à faire. On a beaucoup à apprendre sur ce marché-là. Puis, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui est en jeu. Localement, on a à jouer un rôle, entre autres, je pense au plan climat de la Ville de Gatineau. La Ville de Gatineau a des choix à prendre. Vous avez un pouvoir d'influencer le plan climat, d'interpeller les élus. Je vois Annick qui est partie avant la fin. C'était la bonne personne, elle est partie. Je sens en blague. Annick est sur le conseil d'administration du Credo. Merci beaucoup. Ces messieurs vont rester encore un peu. Parce que, oui. Le temps d'une bière. Voilà. Certainement. Non, je ne te laisserai pas le mot de la fin réel. Hein? J'aimerais qu'il y ait un suivi à la discussion d'aujourd'hui. C'est intéressant de voir vos entreprises là, mais il me semble qu'il manquait une contrepartie. Il aurait dû avoir un autre point de vue pour élargir le débat. Parce qu'effectivement, le débat, il n'est pas fini. Il y a des gens qui pensent que ça devrait aller plus vite, les changements. La Ville de Gatineau, c'est un bon exemple. Il y a un plan climat, mais je veux dire, on attend toujours la mise en place du plan climat. Donc, on a milité pour qu'il y ait un plan climat, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Et tout ça, malheureusement, pourrait arriver un peu trop tard. Je veux dire, il y a des phénomènes... On n'est pas lié, on parle de changement climatique, mais on devrait peut-être parler de dérèglement climatique. Donc, quand les dérèglements climatiques arrivent, bien là, il faudra faire face différemment. Et c'est les gens, comme ici, la municipalité, qui vont être obligés, bien là, ce ne sera pas une inondation, ça sera autre chose, ça sera une tornade, plus de tornades. On ne veut pas les annoncer, mais c'est ce que les experts nous prévoient aussi. C'est pour ça que j'aurais aimé aujourd'hui que la discussion soit plus large, avec d'autres intervenants qui ont peut-être des points de vue qui ne sont pas ceux de l'industrie. Et ça, j'aimerais qu'on se donne un rendez-vous pour le faire plus tard. Voilà. En fait, c'est ça, ça vient à ce que je disais. Continuer la discussion. Il faut continuer la discussion, puis gagner à assurer un dialogue. C'est dans le dialogue qu'on va trouver à faire avancer tout cet enjeu-là. Merci beaucoup, messieurs.